La lettre volée d'Edgar Allan Poe. Cette histoire fait directement suite à l'affaire de la rue Morgue que nous avons commentée précédemment. Ici, on retrouve le duo composé par le narrateur et M. Dupin face à une affaire sans originalité que leur propose un préfet. Pour mener cette nouvelle affaire, Edgar Allan Poe dévoile la problématique, à savoir une lettre d'une grande importance qui a disparu. Et cette lettre, selon le préfet, confère à son détenteur un certain pouvoir dans un certain lieu où ce pouvoir est d'une valeur inappréciable. Le discernement et la clairvoyance de M. Dupin vont mettre au jour des faits bien trop obscurcis par les propos tenus par le préfet. La lettre semble introuvable et l'obscurité dans laquelle Edgar Allan Poe a installé son affaire semble bien trop épaisse pour être évaporée. Toutefois, cette mise en scène est prétexte à se jouer du lecteur qui ne se doute pas, comme le préfet, que la dite lettre est sous ses yeux. Dans l'affaire de la rue Morgue, Edgar Allan Poe parlait des joueurs d'échecs et des joueurs de dames. Poe indique que la faculté d'analyse ne doit pas être confondue avec la simple ingéniosité, ajoutant que la haute puissance de la réflexion est bien plus activement et plus profitablement exploitée par le modeste jeu de dames que par toute la laborieuse futilité des échecs. En effet, il apparaît que dans les échecs, c'est le joueur le plus attentif qui gagne, non pas le plus doué, parce que l'erreur provient du fait que les mouvements des pièces sont variés et nombreux, et donc l'erreur ou le manque d'attention est fatal, tandis que dans le jeu de dames, l'uniformité des mouvements et des pièces exige une perspicacité supérieure. Pour gagner aux dames, ce n'est pas une question d'attention, mais de finesse et de subtilité. Le joueur, en raison de la simplicité des règles, doit impérativement faire preuve de perspicacité et non vraiment d'attention, bien que cela lui soit tout de même utile. Dans le cas du whist, un jeu de cartes, Poe écrit que le joueur doit avoir recours à l'observation attentive des gestes et des comportements faciaux de son adversaire, examinant sa physionomie pour y recueillir un capital d'expressions qui trahissent ses humeurs et par inférence la nature de son jeu. Ce qui fait dire à Dupin, dans cette histoire de l'être introuvable, ceci. Ici. Ou quelles sont actuellement ses pensées, je compose mon visage d'après le sien, aussi exactement que possible, et j'attends alors pour savoir quelles pensées ou quels sentiments naîtront dans mon esprit ou dans mon cœur, comme pour s'appareiller et correspondre avec ma physionomie. On retrouve cette partition à l'œuvre dans l'affaire elle-même. Le préfet, avec ses méthodes d'investigation très réglementées, apparaît comme le joueur d'échecs, c'est-à-dire qu'il fait preuve d'une attention toute particulière aux éléments présents immédiatement à sa vue. Quant à Dupin, lui, opère comme un joueur de dames et de whist. Il sait que le plateau est simple, que les règles sont connues de tous, et que la vraie difficulté consiste à anticiper le coup de l'autre en se mettant dans son esprit. Au lieu de chercher la tactique la plus ambitieuse et la plus sûre, qui manifestement procède davantage de l'attention que de l'intuition, il cherche à savoir ce que son adversaire a dans la tête, en observant attentivement sa manière de réagir. Avant d'aller plus loin, une légère digression s'impose. On peut remarquer que l'expression « quelle pensée » ici en bleu, présente dans la tirade que nous venons d'analyser, semble mal orthographiée. Quelle pensée, ici en jaune, serait la bonne orthographe. Toutefois, l'orthographe usitée par Baudelaire n'est pas nécessairement une faute d'orthographe au sens strict. Pensée, ER, existe comme nom masculin en français classique, synonyme archaïque de pensée et et Baudelaire a pu l'employer sciemment dans sa traduction pour marquer une teinte plus littéraire ou pour calquer le rythme de l'anglais d'Edgar Poe. Il s'agit donc bien de la graphie baudelairienne, conservée dans les éditions traditionnelles. Pensée ER, comme nom masculin signifiant pensée et est une forme vieillie mais attestée en français classique.
Pour être plus précis, penser, ERS, chez Baudelaire, est un substantif. Il s'agit de l'infinitif du verbe penser, ER, employé comme nom, exactement comme le dîner, le déjeuner, le souvenir, le devoir, le plaisir, qui sont tous des infinitifs substantivés. Un penser, ER, des pensées, ERS, signifie donc une pensée, EE, des pensées, EES. Ce nom est vieilli aujourd'hui et sonne précieux ou poétique, mais il est parfaitement correct et attesté depuis le moyen français. On le trouve chez Villon, Ronsard, Du Bellay, et il reste d'usage courant dans la langue poétique et littéraire du XIXe siècle. Baudelaire, très soucieux de la langue, et lui-même poète, l'emploie ici à dessein plutôt que le banal pensée EES. Le doublé, quelle pensée ERS ou quel sentiment, a une allure plus soutenue, presque archaïsante, qui convient au ton du passage. Cette digression qui, j'espère, ne vous aura pas fait perdre le fil qui guide cette fiche de lecture, est fort utile pour apprécier le talent de traduction de Baudelaire. Vous aurez compris, Edgar Allan Poe écrit ces petites histoires comme des articulations qui semblent inextricables et vouées à initier le lecteur aux méthodes d'analyse qui mènent au discernement. Certaines énigmes échappent à une rationalité propre. Elles exigent une rationalité étrangère, c'est-à-dire qu'il faut changer de système de pensée. Edgar Poe vient alors à exposer l'idée reçue selon laquelle la raison mathématique est depuis longtemps regardée comme la raison par excellence, c'est-à-dire qu'elle fait consensus. Dupin conteste particulièrement ce qui est convenu, comme le raisonnement tiré de l'étude des mathématiques. Page 19. Ce qu'il dit à la page suivante est particulièrement parlant. Ici. La grande erreur consiste à supposer que les vérités qu'on nomme purement algébriques sont des vérités abstraites ou générales. Et cette erreur est si énorme que je suis émerveillé de l'unanimité avec laquelle elle est accueillie. Les axiomes mathématiques ne sont pas des axiomes d'une vérité générale. Ce qui est vrai d'un rapport de forme ou de quantité est souvent une grosse erreur relativement à la morale, par exemple. Dans cette dernière science, il est très communément faux que la somme des fractions soit égale au tout. De même, en chimie, l'axiome a tort. Dans l'appréciation d'une force motrice, il a également tort, car deux moteurs, chacun étant d'une puissance donnée, n'ont pas nécessairement, quand ils sont associés, une puissance égale à la somme de leurs puissances prises séparément. Il y a une foule d'autres vérités mathématiques qui ne sont des vérités que dans des limites de rapport. Mais le mathématicien argumente incorrigiblement, d'après ces vérités finies, comme si elles étaient d'une application générale et absolue, valeur que d'ailleurs le monde leur attribue. Dupin excelle dans le discernement. Il échappe au système de pensée qui pétrifie la fluidité nécessaire à la compréhension. Cette vieille barrière de la logique qui rigidifie la raison, Dupin l'a objectivée. Quelques pages plus loin, Dupin sort de ce mode de rationalité pour épouser une méthode plus mouvante, plus adaptée au monde changeant et dont les faits sont tout aussi changeants. Il dit, ici, le monde matériel est plein d'analogies exactes avec l'immatériel, et c'est ce qui donne une couleur de vérité à ce dogme de rhétorique qu'une métaphore ou une comparaison peut fortifier un argument aussi bien qu'embellir une description. Dupin est donc déterminé dans sa quête de vérité, et c'est peut-être là qu'il faut y voir une marque du bien humain à l'œuvre. En effet, Edgar Poe éclaire graduellement le mystère qui entoure cette affaire de l'être volé, entraînant progressivement le lecteur sur le théâtre de la vérité pour lui faire comprendre, tout aussi progressivement, qu'il n'a pas la main parce que son mode de pensée n'est pas adapté à la situation. Ainsi, on peut mieux rendre compte de la fonction d'éclaircissement d'Edgar Allan Poe si l'on prend en considération sa manière d'amener le lecteur à croître en compréhension. Il y a une sorte de manuel descriptif narré par Dupin lui-même et qui, par petites gouttes de lumière, expression de Barbey d'Aurevilly, tombe sur un ensemble de faits mal éclairés.
En somme, le lecteur accède à la vérité par une structure d'illumination descriptive et non par une méthodologie de type échafaudage intellectif dont on retrouve le principe à travers un savant montage qui en réalité masque la vérité pour exposer sa propre édification. Ce qui importe pour Edgar Poe est ce savant mélange de réalisme, d'impossibilité et finalement de simplicité. La volonté est manifestement d'installer progressivement la lumière sur un mystère tout en assurant que cette progression se fasse de manière rationnelle, cohérente et compréhensible. On peut parler de mise en éveil de l'esprit du lecteur tout en maintenant son attention sur la vérité en train d'être dévoilée. Disons qu'Edgar Allan Poe accroît le sens moderne de la littérature tout en conservant une prose qui ne se dissolve pas dans une phraséologie simple et commune. Les spécificités d'Edgar Poe se retrouvent dans une esthétique romantique où s'exhale l'angoisse, la perversité et la folie, appuyées par un goût certain pour une sorte d'altération spirituelle du vivant. On peut parler de littérature descriptive sans pour autant être réduite aux bornes imposées par une écriture prosaïque et naturaliste. On peut dire que sa construction narrative produit une sorte de mouvement respiratoire cérébral qui témoigne d'une conscience de soi et du monde avec la redoutable lucidité du poète.